Imaginez investir près de 300 000 € dans un tracteur neuf pour le voir mourir mystérieusement en plein champ après seulement quelques mois. Pire encore, la multinationale en qui votre famille a aveuglément confiance depuis 3 générations vous accuse d'avoir détruit la machine, exigeant 43 000 € de réparation immédiate. Ce qui devait être la ruine financière et silencieuse d'un simple agriculteur nommé Jean s'est transformé en l'un des plus grands affrontements industriels de ces dernières années. Voici l'histoire haletante d'un vice caché, d'un chantage corporatif impitoyable et de la rébellion spectaculaire de 150 paysans qui ont fini par faire plier un empire intouchable. Avant de plonger dans le cauchemar de Jean et le combat acharné de sa femme Sophie face à cet empire de fer, dites-moi rapidement dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Si vous soutenez ceux qui se battent pour la vérité, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos enquêtes. Votre soutien est vital. Accrochez-vous, car leur véritable bataille ne fait que commencer. La transmission s'est bloquée à 847 heures précisément. Pas pendant des travaux légers ou un simple transport sur route. Non, elle a cédé en plein effort lors du 3e passage de la journée, à près de 50 cm de profondeur dans une terre argileuse lourde et collante, avec une charrue à 12 corps tirée par un Massey Ferguson 8S 265 flambant neuf. Jean l'a ressenti dans son siège avant même de l'entendre. Ce frisson brutal, cette secousse violente dans la colonne vertébrale qui sépare un simple hoquet mécanique d'une défaillance catastrophique. Il a immédiatement réduit les gaz. Le gros moteur diesel a continué de tourner, son grondement familier résonnant dans la cabine insonorisée, mais le mastodonte de métal refusait obstinément d'avancer ou de reculer. C'était comme si l'âme de la machine venait de s'évaporer dans la terre humide. Sur l'écran tactile, le système affichait une cascade de codes d'erreur qu'il n'avait jamais vu en plus de 20 ans de métier. Des lumières rouges clignotaient, menaçantes, perçant la pénombre de cette fin d'après-midi. Il est resté là pendant 4 longues minutes, pétrifié. Ses mains épaisses étaient toujours serrées sur le volant, son regard fixé sur l'immense capot rouge d'une machine qu'il possédait depuis à peine 9 mois. Une machine qui lui avait coûté la somme vertigineuse de 287 000 €. Une merveille de technologie qui portait encore les colis de serrage en plastique du concessionnaire attaché aux rampes d'accès. Avant même d'appeler sa femme Sophie, Jean a pris son téléphone pour appeler le garage. L'exploitation de Jean s'étend sur plus de 700 hectares. C'est une histoire de sueur et de famille, une ferme de 3e génération qui ne vit que pour ses récoltes. Son grand-père avait commencé avec un vieux tracteur d'occasion sur une poignée d'hectares. Son père avait agrandi les terres et n'avait juré que par Massey Ferguson, persuadé que ce rouge emblématique était le symbole ultime de la résilience paysanne. Jean avait repris le flambeau avec respect, héritant d'une flotte vieillissante et d'une structure de près que son comptable qualifiait de tout juste gérable. Jean n'était pas un joueur de poker. Il ne cherchait pas la puissance pure pour flatter son ego devant les voisins. Mais l'année dernière, avec ses plus vieux engins qui dépassaient les 11 000 heures et des factures d'entretien qui saignaient sa trésorerie à blanc, il savait qu'il fallait investir. Il avait refait ses calculs des dizaines de fois. Il avait écouté les discours des vendeurs concurrents. Mais au final, la loyauté filiale a primé. Il a choisi ce modèle spécifique. Une transmission à variation continue, la promesse d'un contrôle de vitesse infinie, d'une économie de carburant et d'une technologie éprouvée. Le concessionnaire lui avait juré que c'était le futur. Jean l'avait cru sur parole. Il a signé les papiers en plein hiver, pris livraison au début du printemps et l'a mis au travail avec la fierté d'un homme qui assure l'avenir de ses enfants. Il avait couvé ce tracteur, ne le poussant jamais à froid, respectant chaque consigne à la lettre. Et pourtant, le voilà mort au milieu des mottes d'argile. L'odeur de la poussière se mêlait à la chaleur du moteur. Jean respirait lentement, sentant le poids d'une dette colossale s'abattre sur ses épaules. Il ignorait encore que ce silence mécanique allait déclencher une véritable guerre. Le lendemain matin, le concessionnaire a envoyé un technicien directement dans le champ de Jean. Il s'appelait Marc. C'était un jeune homme d'à peine 25 ans, vêtu d'une veste de travail aux couleurs de l'entreprise qui portait encore les plis rigides de l'emballage neuf. Ce détail vestimentaire contrastait durement avec la boue épaisse et séchée qui recouvrait les immenses pneus du tracteur immobilisé. Marc n'a pas dit grand-chose en arrivant sur les lieux. Il a simplement salué Jean d'un signe de tête rapide, a ouvert la lourde porte de la cabine vitrée et s'est installé sur le siège du conducteur, posant son ordinateur portable de diagnostic sur ses genoux. Jean est resté debout dans la terre profondément retournée, les bras croisés sur la poitrine, observant chaque mouvement du jeune mécanicien avec une attention redoutable. L'air vif du matin piquait son visage buriné par les années de labeur, mais c'était surtout une anxiété grandissante qui nouait son estomac. Il regardait Marc brancher un câble noir et épais dans un port informatique discrètement caché sous le tableau de bord ultramoderne.
Pendant 20 longues minutes, le silence pesant de la campagne n'a été rompu que par le cliquetis frénétique des touches de l'ordinateur. Mark faisait défiler des dizaines de lignes de code d'erreur incompréhensibles pour un profane, son visage juvénile étant éclairé par la lueur blafarde de l'écran digital. Finalement, le jeune homme a poussé un lourd soupir, a fermé l'ordinateur d'un geste sec et a regardé Jean droit dans les yeux. La transmission est morte, a lâché Mark, la voix presque hésitante face à la gravité de la situation. C'est une défaillance interne complète et irréversible des composants de la boîte à variation continue. Il va falloir la remplacer intégralement. Il est totalement impossible de réparer ça sur place. Jean a senti la terre grasse se dérober sous ses bottes de travail. Une sueur froide a perlé sur sa nuque malgré le vent frais qui balayait la plaine. Mais le vieux paysan a rapidement repris ses esprits, s'accrochant fermement à la seule bouée de sauvetage logique qui lui restait. « C'est sous garantie », a répondu Jean, d'un ton qui se voulait catégorique et indiscutable. La machine a moins d'1 an. Elle compte à peine un peu plus de 800 heures au tableau de bord. C'est évidemment couvert par le contrat. Mark a lentement détourné le regard, fixant le volant en cuir. Oui, logiquement ça devrait l'être, a-t-il murmuré en commençant à ranger méthodiquement ses câbles de connexion. Mais la direction générale va d'abord exiger d'analyser toutes les données télémétriques avant d'approuver quoi que ce soit sur ce dossier. Quelles données télémétriques a demandé Jean, la voix soudainement chargée de méfiance. Le jeune technicien a alors expliqué d'une voix monocorde que le tracteur enregistrait absolument tout en temps réel. Chaque accélération, la charge exacte du moteur, la température des fluides, la position précise de la pédale d'accélérateur, les régimes moteurs lors de l'effort, les temps de chauffe matinaux. Absolument chaque seconde de la vie opérationnelle de cette machine était silencieusement convertie en chiffres et envoyée directement au serveur lointain du constructeur. Si les ingénieurs de la maison mère estiment qu'il y a eu une erreur de manipulation de votre part, ils ne couvriront pas les milliers d'euros de réparation, a ajouté Mark en descendant prudemment de la cabine. Une erreur de manipulation. Ces mots précis ont résonné dans la tête de Jean comme un violent coup de tonnerre. L'agacement purement mécanique qu'il ressentait depuis la veille venait subitement de se transformer en un effroi sourd, profond et viscéral. Jean conduisait de la machinerie lourde depuis l'âge de 12 ans. Il connaissait la terre de ses ancêtres, il comprenait la mécanique agricole, et il savait pertinemment comment traiter un outil de travail avec le respect qu'il méritait. Pourtant, cet amas or de prix de ferraille, de capteurs et de silicium qu'il avait minutieusement choyé l'observait en silence depuis le tout premier jour de son achat. La machine l'avait espionné au quotidien. Pire encore, elle s'apprêtait maintenant à témoigner contre lui devant un tribunal d'ingénieurs invisibles. Mark a promis de soumettre le dossier de réclamation dès son retour à l'atelier et a assuré à Jean qu'il aurait des nouvelles d'ici quelques petits jours. Le jeune mécanicien est reparti au volant de sa camionnette blanche, laissant Jean complètement seul au milieu de son vaste champ, face à ce colosse de métal rouge désormais totalement paralysé. Aux yeux de Jean, ce n'était définitivement plus seulement un outil cassé ou une mauvaise journée de travail. C'était devenu un adversaire silencieux, une boîte noire remplie de secrets numériques qui allait très bientôt décider de l'avenir financier et de la survie même de toute son exploitation agricole familiale, point une semaine entière s'est écoulée. Le tracteur a été remorqué et repose désormais dans la pénombre du grand hangar en tôle grise. Dehors, la saison agricole n'attend absolument personne. Chaque jour de retard accumulé coûte de l'argent et chaque heure d'ensoleillement perdu est une menace directe pour les rendements futurs. Le printemps avance avec une brutalité silencieuse, tandis que le monstre de fer rouge reste là, parfaitement immobile et inutile, posé sur le sol de béton froid. Jean passe ses journées à tourner autour de la machine morte. Il inspecte la carrosserie impeccable et respire l'odeur encore presque neuve des fluides hydrauliques. Dans sa tête, il construit inlassablement sa défense. Il rejoue mentalement chaque journée de travail depuis le matin de la livraison. Il se souvient distinctement des matins gelés où il a délibérément laissé le moteur tourner au ralenti pour chauffer l'huile de la transmission, en respectant scrupuleusement toutes les préconisations du manuel d'utilisation. Il revoit ses gestes précis et souples sur le joystick d'avancement, ainsi que sa prudence extrême lors des lourdes manœuvres en bout de champ. Jamais il n'a brutalisé cet équipement coûteux. Jamais il n'a outrepassé les limites de la machine. Il a toujours traité la mécanique avec la révérence d'un homme qui sait pertinemment que le pain de ses enfants en dépend directement. Le 6e jour d'inactivité forcée, incapable de supporter davantage le silence oppressant du hangar, Jean sort son téléphone et compose le numéro de la concession régionale. La sonnerie retentit douloureusement longtemps avant que Laurent, le responsable de l'atelier, ne finisse par décrocher le combiné. La voix du chef d'atelier trahit une nervosité immédiate. Jean demande fermement des nouvelles concrètes de la prise en charge sous garantie. Laurent hésite,
cherche ses mots avec difficulté et se réfugie prudemment derrière le protocole strict de l'entreprise. Le dossier est toujours sur le bureau de la direction générale, explique le responsable d'un ton fuyant. Ils n'ont pas encore rendu leur verdict final. Jean serre les dents et demande ce qu'il y a de si compliqué à comprendre dans une transmission défectueuse qui explose à seulement 847 heures de service. Laurent soupire lourdement à l'autre bout de la ligne, expliquant que les ingénieurs décortiquent actuellement les fameuses données télémétriques avec une attention maniaque. Ils épluchent les registres numériques et analysent les courbes de coupe pour trouver une faille. Jean raccroche brusquement, sentant une immense colère froide monter en lui. Cette longue attente imposée devient une véritable torture psychologique au quotidien. Chaque matin, il voit ses voisins passer sur la route avec leurs charrues, soulevant la poussière et avançant rapidement dans leurs travaux cruciaux. Lui est maintenant injustement condamné à regarder ce colosse silencieux qui paralyse la totalité de son exploitation. L'odeur familière de la terre fraîchement retournée qui honte par les portes ouvertes du hangar lui rappelle cruellement tout ce qu'il est en train de perdre financièrement. Le silence de la machine n'est plus seulement l'absence rassurante de bruit moteur, c'est désormais le son assourdissant d'une ruine qui s'approche lentement. Le 11e jour, la sentence est tombée. Elle n'est pas arrivée par courrier recommandé avec le respect dû à un client de longue date, mais par un simple email froid, clinique et totalement dénué d'empathie. 3 courts paragraphes générés depuis un bureau climatisé à des centaines de kilomètres de la glaise de sa ferme. Jean a ouvert le message sur son téléphone, debout dans la cuisine silencieuse, alors que le café finissait de couler. Les mots se sont affichés sur l'écran lumineux comme une lame de guillotine. Après analyse approfondie des données télémétriques, écrivait la direction générale, la défaillance de la transmission résulte de pratiques opérationnelles incompatibles avec les directives du constructeur. Le texte l'accusait noir sur blanc. Le rapport mentionnait une application agressive de l'accélérateur sous forte charge et des temps de chauffe matinaux jugés insuffisants. En d'autres termes, il le traitait d'amateur. Il l'accusait d'avoir maltraité la machine. Par conséquent, la panne était qualifiée d'usure induite par l'opérateur et la garantie standard était purement et simplement annulée. À la fin du message, une seule ligne a figé le sang de Jean dans ses veines. Coût estimé des réparations, 43 200 €. Il a relu le message 3 fois. L'incompréhension a d'abord laissé place à un vertige écœurant, puis à une colère sourde, profonde, viscérale. 43 200 €. C'était bien plus qu'une simple facture de garage. C'était la condamnation à mort de la trésorerie de l'exploitation pour l'année entière. Mais ce qui blessait Jean au-delà des chiffres, c'était la trahison intolérable de cette marque qu'il avait défendue toute sa vie. On le traitait de menteur. On balayait d'un revers de main ses 30 années d'expérience dans les champs, son soin maniaque de la mécanique, son respect absolu du matériel de son père et de son grand-père. Tout cela écrasé par les lignes de code d'un ordinateur muet. Il n'a pas pris le temps de finir son café. Il a attrapé ses clés et a roulé directement jusqu'à la concession. Quand il a poussé la porte du bureau de Laurent, le responsable de l'atelier a immédiatement baissé les yeux en voyant son visage. Laurent savait. Jean a jeté son téléphone sur le bureau, l'écran affichant l'email de refus. Il a demandé d'une voix tremblante de rage comment ils osaient l'accuser de tirer sur un moteur froid, comment ils osaient prétendre qu'il ne savait pas conduire un tracteur dans un champ qu'il labourait depuis son enfance. Laurent a balbutié des excuses vides, répétant que c'était la décision de la direction, que les données indiquaient une surcharge évidente. Jean a frappé du poing sur la table, exigeant la vérité. Il a demandé à Laurent de le regarder dans les yeux et de lui jurer que cette machine n'avait pas de défaut d'usine. Le silence a envahi la pièce, lourd et insoutenable. Laurent a regardé autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait, puis il a fini par craquer. Ses épaules se sont affaissées. « Tu n'es pas le premier, Jean », a-t-il murmuré d'une voix fatiguée. Jean s'est figé. Le chef d'atelier lui a alors avoué l'impensable. Jean était le 4e agriculteur de la région à subir exactement la même casse sur cette série précise. Même transmission, même point de rupture interne, et surtout, même lettre de refus automatisée de la part du siège social. C'était un défaut de fabrication flagrant, connu de tous les mécaniciens du réseau, mais que la direction refusait obstinément de reconnaître. Admettre le vice caché signifierait rappeler des milliers de tracteurs à travers tout le continent. Un désastre financier colossal. Alors, pour protéger leurs bénéfices, ils préféraient sacrifier leurs clients un par un en utilisant les données électroniques pour rejeter systématiquement la faute sur les agriculteurs. Jean est ressorti de la concession le souffle court. Il venait de comprendre que ce n'était plus un accident de parcours. C'était une véritable exécution financière orchestrée par ceux-là même en qui il avait placé toute sa confiance. Le soir même, le silence de la maison semblait encore plus lourd que celui du hangar. Jean et sa femme Sophie étaient assis face à face autour de la vieille table en chêne de la cuisine. Entre eux,
Sous la lumière blafarde de l'unique suspension, reposait une simple feuille de papier imprimée. La lettre de refus de la direction. À côté, la calculatrice de Sophie et les grands registres comptables de l'exploitation étalaient une vérité implacable. 43 200 €. Ce chiffre résonnait dans la pièce comme un glas. Jean fixait le grain du bois de la table, les mains jointes, sentant le poids de 3 générations de labeur paysan, menacé de s'effondrer sur ses épaules. Son grand-père s'était cassé le dos pour acheter les premiers hectares de cette terre. Son père avait sacrifié sa santé pour doubler la surface de la ferme. Et lui, Jean, risquait de tout perdre à cause d'une ligne de code informatique et de la décision lâche d'un conseil d'administration invisible. Sophie tapotait nerveusement le bout de son stylo sur le papier. Elle connaissait les finances de la ferme mieux que quiconque. L'équation était atrocement simple et chaque issue menait directement au bord du précipice. Payer cette réparation monumentale exigeait de puiser dans la trésorerie vitale, réservée aux semences et aux engrais pour la saison à venir. Sans ces intrants, il n'y aurait aucune récolte à l'automne et donc aucun revenu. L'autre option consistait à souscrire un nouveau prêt d'urgence. Mais leur comptable avait été d'une clarté absolue quelques mois plus tôt. La structure de leur dette était tendue à son maximum. Ajouter une mensualité supplémentaire pour réparer un tracteur neuf transformerait leur marge bénéficiaire en déficit permanent. Ils travailleraient 70 heures par semaine uniquement pour rembourser les banques jusqu'à l'épuisement total. Il restait la solution de désespoir, celle de revendre le mastodonte de ferraille. Jean l'avait évoqué d'une voix éteinte. Mais qui achèterait un monstre de 265 chevaux avec une boîte de vitesse en miettes? La décote serait phénoménale. Ils encaisseraient une perte sèche de plus de 150 000 € en un clin d'œil. C'était la faillite assurée avant même la prochaine moisson. Jean a fermé les yeux, écrasé par une honte injustifiée. Il se sentait responsable, même s'il savait pertinemment qu'il n'avait commis aucune erreur de pilotage. La machinerie d'une entreprise milliardaire l'avait broyé sans la moindre hésitation. Sophie a posé son stylo. Le silence était tiré encore un instant. Elle a regardé son mari, cet homme fier dont les mains calleuses témoignaient d'une vie de dévouement à la terre. Puis elle a doucement posé sa main sur la sienne. Elle ne pleurait pas. Son regard était rempli d'une détermination féroce. « Tu ne peux pas garder ça pour toi », a-t-elle murmuré dans le calme de la nuit. Jean a secoué la tête, persuadé que personne ne se soucierait du drame d'un agriculteur endetté. Mais Sophie a insisté. Elle ne lui demandait pas de chercher de la pitié ou de mendier de l'aide. Elle lui demandait de révéler la vérité, de dire aux autres ce qu'ils faisaient, comment ils protégeaient leurs profits en détruisant des familles. « Dis-leur » a répété Sophie. « Si tu es le 4e dans la région, combien sont-ils dans tout le pays à mourir en silence ?» Il était près de minuit lorsque Jean se retrouvait seul dans le salon silencieux de sa ferme, éclairé uniquement par la lueur blafarde de son téléphone portable. L'épuisement physique pesait lourdement sur ses épaules, mais une colère froide et incandescente brûlait maintenant dans sa poitrine. Les paroles de sa femme, Sophie résonnaient dans son esprit. Il ne voulait absolument pas rédiger un manifeste politique, ni pleurer sur son sort devant des inconnus. Il cherchait simplement à libérer cette vérité insupportable qui l'étouffait depuis des jours. D'un geste fatigué, il a pris en photo la lettre de refus officielle de la direction générale, ce document glaçant qui le condamnait à payer 43 200 €. Il a ouvert l'application Facebook et s'est rendu sur un grand groupe régional, rassemblant des milliers d'agriculteurs. Son message était extrêmement direct, écrit sans fioriture, avec les mots d'un homme de la terre. La marque a refusé la garantie de mon tracteur de 9 mois, a-t-il tapé lentement. Ils osent appeler ça un abus de l'opérateur. Je cultive ces terres depuis 22 ans et je n'ai jamais cassé une seule boîte de vitesse. Le concessionnaire m'avoue discrètement que je suis le 4e dans ce cas précis. La direction refuse de l'admettre. Si vous comptez acheter cette série, sachez ce que vous risquez vraiment. Il a appuyé sur le bouton publier. Il a éteint son écran et est parti se coucher, persuadé que son message se perdrait inévitablement dans l'immensité du vide numérique. Mais le lendemain matin, avant même que les premiers rayons du soleil ne percent l'horizon brumeux, le monde de Jean avait radicalement basculé. En versant son premier café de la journée, il a machinalement allumé son téléphone. L'appareil s'est mis à vibrer frénétiquement dans sa main. Les notifications défilaient à une vitesse vertigineuse. Son message n'avait pas disparu, il avait littéralement explosé durant la nuit. Plus de 340 commentaires et des centaines de partages s'affichaient déjà. En faisant défiler la page, Jean a senti son rythme cardiaque s'accélérer brusquement. L'isolement étouffant des derniers jours venait de voler en éclats en l'espace de quelques heures. Il lisait les réactions indignées de ses voisins, d'anciennes connaissances et de parfaits inconnus.
Beaucoup exprimaient une colère brute face au mépris affiché par l'entreprise, accusant les grands groupes de sacrifier délibérément les petits exploitants pour protéger leurs marges. Cependant, au milieu de ce flot incessant d'indignation, certains commentaires possédaient une nature bien plus redoutable. Un mécanicien indépendant, travaillant à plusieurs centaines de kilomètres de là, avait publié un texte technique très détaillé. Il expliquait d'avoir déjà démonté et reconstruit 4 de ces mêmes transmissions au cours des derniers mois. Ce n'est absolument pas une erreur de conduite, affirmait-il avec conviction. C'est un défaut de moulage flagrant dans le bloc hydraulique. Le métal cède sous la pression interne. La marque est parfaitement au courant du problème. Pour appuyer ses dires, il avait joint des photographies accablantes des pièces défectueuses complètement éventrées sur son établi. Les preuves s'accumulaient minute après minute, exposant la fragilité mécanique que la multinationale tentait désespérément d'enterrer sous du jargon juridique complexe. Puis, d'autres témoignages similaires ont commencé à pleuvoir, précipitant violemment le rythme de cette rébellion numérique spontanée. Des agriculteurs de départements voisins, et bientôt de régions entières, partageaient leurs propres cauchemars. Ils publiaient des captures d'écran de leurs propres lettres de refus. Les mots étaient atrocement identiques. Application agressive de l'accélérateur. Usure induite par l'opérateur. Les mêmes excuses préfabriquées utilisées pour justifier des factures monumentales. L'un d'eux racontait comment son tracteur avait rendu l'âme après seulement 100 heures de travail léger. Un autre montrait fièrement une facture réglée à contre-cœur uniquement pour sauver sa moisson. L'étincelle allumée par Jean dans l'obscurité de sa cuisine venait d'embraser une forêt entière de frustrations silencieuses. Ce n'était définitivement plus la tragédie isolée d'un paysan endetté. C'était la mise à nu d'une escroquerie industrielle à grande échelle, et la colère grondait désormais bien au-delà des limites de son champ d'argile. L'incendie numérique se propageait bien au-delà des collines argileuses de son canton. En l'espace de 48 heures à peine, la publication de Jean avait franchi les frontières départementales pour envahir les écrans de milliers de professionnels de la terre. Ce qui n'était au départ qu'un cri du cœur étouffé dans une cuisine paysanne était devenu l'étendard d'une fronde nationale. Les partages se multipliaient par centaines. Les témoignages affluaient, tous plus accablants les uns que les autres, formant un dossier à charge monumentale contre la multinationale. Le téléphone de Jean ne cessait de s'allumer, vibrant au rythme régulier des indignations et des preuves mécaniques exposées au grand jour. Mais cette visibilité fulgurante a rapidement attiré l'attention de ceux qui siégeaient dans les hautes sphères de l'entreprise. En milieu d'après-midi, alors que Jean tentait de réparer une vieille herse, son téléphone a sonné. C'était Laurent, le responsable de l'atelier de la concession locale. Dès les premières syllabes, Jean aperçut l'angoisse viscérale qui nouait la gorge de l'homme. Laurent ne parlait plus comme un technicien rassurant, mais comme un messager terrifié par les ordres stricts venant d'en haut. Il a supplié Jean de supprimer immédiatement sa publication. Il lui a expliqué, la voix tremblante, que la direction générale surveillait désormais ses moindres faits et gestes sur les réseaux sociaux. Les grands patrons n'aimaient pas cette mauvaise publicité et ils étaient prêts à sévir avec une brutalité implacable. Laurent a soudainement baissé le ton pour lâcher la véritable menace. « Il part de te mettre sur liste noire définitivement », a-t-il murmuré précipitamment. « Si tu continues à alimenter cette polémique publique, ils gèleront purement et simplement ton compte client. Plus aucune pièce détachée, plus aucun entretien régulier, plus aucune mise à jour logicielle pour tes autres machines agricoles. Ils te couperont l'accès à la totalité du réseau de réparation officiel et absolument aucun concessionnaire n'osera te venir en aide. » Jean s'est figé au beau milieu de sa cour, la lourde clé à molette fermement serrée dans sa main. C'était la menace ultime. Dans l'agriculture moderne, être banni par son fournisseur principal équivaut à une condamnation à mort professionnelle certaine. Sans les logiciels de diagnostic exclusif et les pièces d'origine, un agriculteur ne peut absolument plus rien réparer. La multinationale ne cherchait plus seulement à lui extorquer injustement 43 000 €, elle menaçait ouvertement de détruire sa capacité même à travailler la terre de ses ancêtres. Le silence était tiré lourdement au bout du fil. Laurent attendait nerveusement une capitulation logique, une soumission totale dictée par le simple instinct de survie financière. Mais Jean a calmement répondu qu'il préférait tout perdre en restant debout plutôt que de ramper lâchement devant des voleurs en costume. Il a raccroché sèchement, refusant catégoriquement de céder à l'intimidation. Il n'a pas effacé un seul mot de son message ravageur. Au contraire, il est retourné lire les centaines de commentaires qui continuaient sans cesse de s'accumuler. C'est exactement là, noyé au milieu des messages de soutien inconditionnel, qu'il a remarqué une intervention bien différente des autres. Elle était signée par un certain Claude, un important céréalier d'une région voisine réputée pour son franc-parler. Claude ne se contentait pas de partager passivement son indignation virtuelle.
Il proposait une action concrète, directe et extrêmement spectaculaire. « Je suis totalement fatigué de me plaindre dans le vide », écrivait-il en lettres majuscules. Vendredi matin, je prends mon tracteur et je roule directement jusqu'au siège régional de l'entreprise. On va aller garer massivement nos imposantes machines en panne juste sous leurs fenêtres climatisées pour voir s'ils oseront encore nous parler de données télémétriques. Qui a le courage de venir avec moi? En dessous de ce message explosif, Claude avait laissé son numéro de téléphone personnel. Sans même prendre le temps de réfléchir aux graves conséquences de son acte, Jean a relevé la tête, a pris une profonde inspiration et a composé le numéro de cet inconnu. L'agriculteur endetté venait de basculer dans le rôle critique d'un meneur déterminé, définitivement prêt à affronter l'empire mécanique. Le lendemain matin, le téléphone de Jean a de nouveau sonné, mais cette fois-ci, l'écran affichait un numéro masqué provenant de la région parisienne. Il a lentement essuyé ses mains pleines de cambouis sur son bleu de travail et a décroché avec méfiance. À l'autre bout de la ligne, une voix suave, parfaitement posée et calculée, s'est présentée comme étant M. Delorme, le directeur des relations clients de la marque pour le territoire national. Le ton était poli, presque mielleux, créant un contraste saisissant avec la panique qui habitait Laurent la veille. M. Delorme a commencé par exprimer sa prétendue compassion pour la situation complexe de l'exploitation, utilisant un vocabulaire d'entreprise stérile rempli de mots comme synergie, compromis et satisfaction mutuelle. Jean l'a laissé parler sans l'interrompre, écoutant le piège se refermer lentement. Le directeur a finalement abattu ses cartes avec la précision d'un joueur d'échecs. La direction générale, a-t-il annoncé d'une voix faussement généreuse, avait exceptionnellement décidé de réévaluer le dossier télémétrique de la machine. Ils étaient soudainement prêts à proposer un accord amiable exclusif. La marque s'engageait à prendre en charge 50% du coût total des réparations de la transmission. En échange de cette offre qualifiée d'exceptionnelle, Jean devait simplement signer un accord de confidentialité stricte, surtout, supprimer immédiatement toutes ses publications sur les réseaux sociaux. C'était le prix absolu du silence. 21 600 € pour acheter sa dignité et étouffer la vérité grandissante. Jean a senti la colère monter, mais il a gardé une voix d'une froideur absolue. Il a répondu qu'il refusait catégoriquement cette aumône empoisonnée, rappelant avec force que le défaut de fabrication était réel et qu'il n'avait pas payé la moitié d'une erreur d'ingénierie. Le ton de M. Delorme a brusquement changé, perdant instantanément sa fausse chaleur commerciale. Le velours a laissé place à l'acier froid d'une menace à peine voilée. Le directeur lui a fait remarquer, d'une voix tranchante, qu'un refus de cette main tendue serait considéré comme une déclaration d'hostilité envers l'entreprise. Il a ajouté avec une lenteur calculée que les agriculteurs qui choisissaient de mener des campagnes de dénigrement public trouvaient souvent d'immenses difficultés à maintenir leurs équipements par la suite, les réseaux de distribution préférant naturellement se concentrer sur des clients partenaires plus constructifs. C'était un chantage pur et simple. Si Jean parlait, son tracteur pourrirait dans le hangar et aucune autre machine rouge ne foulerait jamais plus ses terres. Un silence de mort s'est rapidement installé, lourd et très menaçant. M. Delorme attendait que la peur de la ruine fasse plier le paysan. Mais Jean n'était plus seul et n'avait plus rien à perdre. Il a resserré sa prise sur son téléphone et a dit au directeur de garder son argent et ses menaces pathétiques. Il a exigé que l'entreprise reconnaisse publiquement le défaut de fabrication, rappelle les tracteurs défectueux et rembourse chaque agriculteur lésé jusqu'au dernier centime. Sans quoi, a conclu Jean d'une voix implacable, il n'aurait plus affaire à un seul homme isolé derrière son écran, mais à un cortège de fer et de moteurs rugissant devant leur bureau de verre. Il a raccroché sans attendre la moindre réponse, laissant le cadre parisien face au vide. Cette guerre psychologique acharnée venait d'échouer de manière lamentable. En refusant de se plier à ce chantage de bas étage, Jean venait de brûler ses propres vaisseaux. Il n'y avait désormais plus aucun retour en arrière possible. Le compte à rebours avant l'affrontement final était officiellement lancé, et la multinationale venait de comprendre qu'elle ne pourrait plus acheter le silence de la campagne point le matin de la manifestation s'est levée sous un ciel de plomb, chargé d'une brume épaisse qui collait au pare-brise. Jean a quitté sa ferme bien avant l'aube, le visage creusé par une nuit sans sommeil. Dans la cabine de son pick-up, le chauffage tournait à plein régime, mais le froid intérieur qu'il ressentait n'avait rien à voir avec la température extérieure. Il roulait vers le siège régional de l'entreprise, situé à plus de 2 heures de route, le ventre noué par l'incertitude. Il s'attendait à retrouver une poignée d'hommes désespérés, peut-être 5 ou 6 tracteurs garés timidement sur le bas-côté, une action purement symbolique qui serait inévitablement dispersée par la sécurité. Le brouillard commençait à peine à se dissiper lorsqu'il a emprunté la longue ligne droite menant à la zone industrielle. Ce qu'il a vu au bout de cette route l'a obligé à freiner brutalement, le souffle totalement coupé par la majesté inattendue de la scène.
La route n'était pas simplement occupée, elle était littéralement barricadée par une muraille de métal infranchissable. Des dizaines, puis des centaines de tracteurs formaient une aide d'honneur titanesque des deux côtés de la chaussée. Il y en avait plus de 150. L'alignement était d'une précision militaire absolue. D'énormes machines agricoles bloquaient tous les accès menant au bureau vitré de la direction générale. Des agriculteurs venus de 14 départements différents avaient roulé toute la nuit à la vitesse dérisoire de 40 km/h pour venir exiger des comptes. L'air était profondément saturé par l'odeur caractéristique du gazole et de la terre humide tombée des pneus massifs sur le bitume parfait. Mais ce qui frappait le plus Jean, c'était le silence absolu qui régnait sur les lieux. Aucun moteur ne tournait. Aucun klaxon ne hurlait dans la brume. Il n'y avait pas de slogan scandé au porte-voix. C'était une démonstration de force tranquille, une armée de l'ombre surgie de la glaise, portée par une colère froide, digne et implacable. Les hommes et les femmes de la terre se tenaient debout près de leurs immenses machines, le visage fermé, les bras croisés contre le vent mordant. Jean a garé son pick-up en retrait et a marché lentement le long de cette barricade d'acier rouge. Les regards croisaient le sien avec un respect silencieux et fraternel. Un homme grand et solidement charpenté s'est détaché du groupe pour venir à sa rencontre. Il a tendu une main immense et rugueuse. C'était Claude, l'homme qui avait lancé l'appel à la mobilisation sur Internet. Claude n'a pas prononcé de grands discours héroïques, il a simplement serré la main de Jean en hochant la tête, lui montrant silencieusement l'ampleur vertigineuse de ce qu'ils avaient déclenché ensemble. L'intimidation de la veille par le cadre parisien semblait soudainement dérisoire face à cette véritable armada paysanne incontournable. Une femme d'une 50aine d'années, les traits tirés par la fatigue mais le regard perçant, s'est approchée d'eux d'un pas décidé. Elle s'appelait Sylvie et exploitait un vaste domaine céréalier. Sans un seul mot d'introduction formelle, elle a tendu à Jean un lourd porte-bloc garni d'une épaisse liasse de feuilles imprimées. Ce n'était pas une simple liste de présence. C'était un réquisitoire implacable. Sylvie avait passé toutes ses nuits à compiler méticuleusement les dossiers de dizaines de confrères. Chaque ligne représentait un tracteur de la même série, affichant exactement la même casse interne catastrophique de la transmission, et surtout la même lettre de refus standardisée accusant honteusement l'opérateur d'incompétence. Les montants des factures refusées s'alignaient sur le papier, formant un chiffre total vertigineux, dépassant allègrement le million d'euros de préjudice financier. Jean a parcouru les pages en silence, sentant le poids écrasant de toutes ses vies brisées par un algorithme. Il a relevé les yeux vers le grand bâtiment de verre sombre qui se dressait fièrement devant eux, le siège arrogant d'un empire qui croyait pouvoir écraser un homme seul. La multinationale pensait affronter un simple dossier facile à classer. Elle se réveillait aujourd'hui encerclée par l'acier de toute une profession unie qui refusait de mourir en silence. Vers 9 heures du matin, les immenses portes en verre teinté du siège régional ont fini par s'ouvrir. Un cadre supérieur en costume sombre est apparu sur le parvis. Il ajustait nerveusement sa cravate, visiblement mal à l'aise face à cette marée d'acier rouge et d'hommes déterminés. D'une voix qui se voulait autoritaire mais qui tremblait légèrement, il a sommé la foule de disperser immédiatement le blocage, brandissant des menaces de poursuites judiciaires pour entrave à la circulation et occupation illégale. Il s'attendait à des cris, à des insultes, à une foule désorganisée qu'il pourrait facilement diviser. Mais il n'a reçu en retour qu'un silence de plomb. 150 regards durs, burinés par le soleil et le vent, se sont posés sur lui avec une intensité insoutenable. Pas un seul paysan n'a bougé d'un millimètre. Pas un seul moteur n'a démarré. Écrasé par le poids de cette démonstration de force tranquille, le représentant de la multinationale a fini par battre en retraite, retournant se réfugier à l'abri des murs de verre de son entreprise barricadée. La tension est montée d'un cran un quart d'heure plus tard lorsque les sirènes hurlantes des forces de l'ordre ont déchiré le calme du matin. Plusieurs fourgons de police ont freiné brusquement sur le bas-côté. Les agents sont descendus précipitamment, la main sur leur équipement, s'attendant manifestement à devoir gérer une émeute paysanne violente. Mais en s'approchant de la ligne de front, leur posture défensive s'est instantanément relâchée. Ils ont trouvé des hommes et des femmes buvant du café dans des thermos, discutant calmement près des immenses roues de leurs engins. Le commandant de police est avancé vers Jean et Claude pour parlementer. Les agriculteurs lui ont expliqué la situation avec une clarté absolue, démontrant le caractère totalement pacifique de leur action. Comprenant qu'il n'y avait aucune menace pour l'ordre public, les forces de l'ordre ont sagement décidé de ne pas intervenir pour déloger les manifestants, se contentant de sécuriser le périmètre. Le rapport de force venait de basculer de manière spectaculaire. C'est à cet instant précis que les camions satellites des chaînes de télévision locales ont fait leur apparition. Les journalistes, attirés par l'ampleur inédite du rassemblement, ont rapidement déployé leurs caméras et leurs microphones. Ils ont tendu un micro à Jean, sans la moindre hésitation.
Avec la voix grave et posée d'un homme qui n'a plus rien à perdre, Jean a prononcé les mots que toute la profession attendait. Il a simplement exigé que la marque honore enfin ses garanties, qu'elle assume publiquement ses défauts d'ingénierie et qu'elle cesse immédiatement de mentir en accusant les agriculteurs de détruire leur propre matériel de travail. L'image de ce paysan digne, se tenant droit devant une muraille de tracteurs valant plusieurs millions d'euros, a crevé l'écran. En l'espace de quelques heures, le reportage a été repris par les journaux télévisés nationaux. Les réseaux sociaux ont pris le relais, propageant la vidéo à une vitesse foudroyante à travers tout le pays. L'opinion publique s'est massivement rangée du côté des travailleurs de la terre. Le siège social n'était plus seulement encerclé physiquement par des tonnes de ferraille, il était désormais assiégé médiatiquement aux yeux du monde entier. La multinationale intouchable, qui pensait pouvoir écraser un homme seul dans le silence de sa campagne, se retrouvait soudainement piégée sous les projecteurs aveuglants de la scène nationale. L'Empire tremblait sur ses fondations. Le lundi matin, la réplique du séisme a frappé la multinationale exactement là où ça fait le plus mal, en plein cœur de ses finances. À l'ouverture de la bourse, l'action du groupe a chuté de plus de 2%. Les analystes financiers publiaient déjà des rapports alarmants sur cette crise de communication désastreuse. Mais le véritable coup de grâce ne venait pas de Wall Street ou des plateaux télévisés, il venait de l'intérieur même de leur réseau. Partout dans le pays, les téléphones des directeurs commerciaux ne cessaient de sonner avec insistance. Les concessionnaires, terrifiés à l'idée de se retrouver avec des coûts remplis de machines invendables, menaçaient ouvertement de geler toutes leurs commandes d'inventaire. L'un des plus gros distributeurs de la région a même envoyé un courriel furieux à la direction, affirmant qu'il venait de perdre une vente de plus de 300 000 euros parce que le client avait vu le blocus de tracteurs à la télévision. La pression était devenue absolument intenable. En début d'après-midi, le téléphone de Jean a vibré. Ce n'était plus Laurent le chef d'atelier, ni l'arrogant monsieur Delorme des relations clients. La voix à l'autre bout du fil appartenait à Richard Vasseur, le vice-président des opérations pour toute l'Europe. Son ton n'était ni mielleux ni menaçant. Il transpirait l'urgence calculée d'un homme chargé d'éteindre un incendie industriel majeur. Il a appelé Jean par son prénom, tentant d'établir une fausse proximité. Il a annoncé d'emblée que l'entreprise était prête à prendre en charge la totalité de la réparation de sa transmission. 0 € à débourser, aucune clause de confidentialité à signer et des excuses formelles pour le désagrément. Concernant les autres agriculteurs, le vice-président a d'abord toussé très nerveusement avant d'ajouter précipitamment que leur dossier serait réexaminé au cas par cas. C'était la stratégie classique de division. Acheter le silence du meneur avec un traitement de faveur pour faire s'effondrer la rébellion. Jean tenait son téléphone fermement, regardant à travers la fenêtre de sa cuisine les champs qui attendaient désespérément d'être travaillés. L'offre était incroyablement tentante. Il pouvait sauver son exploitation, récupérer son outil de travail et tourner la page de ce cauchemar. Mais il a repensé aux 150 tracteurs garés dans le froid, aux porte-blocs de Sylvie remplis de vies brisées et au regard digne de ces hommes qui lui avaient fait confiance. Il a répondu au vice-président d'une voix glaciale. Il a refusé l'arrangement privé. Il a exigé que l'entreprise publie un bulletin de service officiel, reconnaisse le défaut de fabrication sans aucune ambiguïté, organise le rappel des pièces défectueuses et rembourse intégralement tous les opérateurs qui avaient déjà payé de leur poche. Le cadre supérieur a tenté d'expliquer que c'était financièrement impossible, que cela représentait des millions d'euros de pertes sèches pour la marque. Jean l'a coupé net. Il a rétorqué qu'il n'aurait pas dû construire et vendre une boîte de vitesse défectueuse. Puis, avec la froideur d'un juge rendant sa sentence, Jean a posé son ultimatum. Il leur laissait très exactement 72 heures pour agir. Passé ce délai, le blocus s'étendrait aux usines de fabrication et la paralysie serait totale. Il a raccroché brutalement le téléphone, laissant l'immense empire industriel seul face au compte à rebours inéluctable de sa propre chute. Le compte à rebours touchait à sa fin. Pendant 71 heures, le silence de la direction générale a pesé sur les campagnes avec la lourdeur d'un ciel d'orage. Jean n'a pas quitté son téléphone des yeux, tiraillé entre l'espoir d'une victoire collective et la terreur intime d'avoir mené 150 familles droit dans un mur de briques financières. Les concessionnaires retenaient leur souffle, la bourse scrutait les communiqués et les tracteurs immobiles attendaient toujours dans la brume matinale. Puis, à exactement 11h43 le mercredi matin, le téléphone de Jean a vibré une dernière fois. Ce n'était pas un appel anonyme ou une énième tentative d'intimidation d'un cadre parisien, mais un simple courriel officiel envoyé simultanément à l'ensemble du réseau de distribution européen. Le texte était prudemment rédigé, passé au crible par une armée d'avocats, mais son contenu représentait une reddition totale. La multinationale annonçait le lancement immédiat d'une vaste action de service volontaire.
Sans jamais prononcer le mot fatidique de rappel ou de défaut de conception, le communiqué admettait du bout des lèvres une incohérence de fabrication isolée sur les boîtes de vitesse à variation continue de cette série spécifique. L'entreprise s'engageait officiellement à remplacer l'intégralité des composants défectueux aux frais exclusifs de la marque et surtout, elle annonçait la mise en place d'un fonds de compensation pour rembourser intégralement chaque agriculteur qui avait déjà dû régler les réparations sur ses propres deniers. La muraille devait revenir enfin de se fissurer de l'intérieur. Le soulagement qui a balayé les campagnes a été à la mesure de l'angoisse accumulée. 4 semaines plus tard, le lourd silence du hangar de Jean a enfin été rompu. Les mécaniciens de la concession locale sont venus installer une transmission flambant neuve, modifiée et renforcée en usine. La facture affichait un solde insolent de 0 €. Jean a pu reprendre le chemin des champs juste à temps pour sauver sa saison, la terre argileuse cédant de nouveau sous la puissance retrouvée de son tracteur. Partout dans le pays, les téléphones sonnaient pour annoncer de bonnes nouvelles. Sylvie a reçu le remboursement intégral de ses 47 000 €, sauvant la trésorerie de son domaine céréalier. Claude et les dizaines d'autres exploitants qui avaient bravé le froid ont vu leur garantie enfin honorée. Des millions d'euros ont ainsi retrouvé le chemin des fermes, arrachés de haute lutte aux griffes d'une administration qui pensait pouvoir les ignorer impunément. Aujourd'hui, le grand tracteur rouge tourne à nouveau parfaitement. Jean l'entretient toujours avec la même rigueur maniaque. Mais lorsqu'il s'assoit au volant et pose ses mains sur les commandes, quelque chose d'invisible s'est définitivement brisé dans la cabine. La relation charnelle et presque filiale qui unissait sa famille à cette marque historique n'existe plus. La confiance aveugle, héritée de son père et de son grand-père, s'est évaporée dans les algorithmes d'une lettre de refus automatisée. Jean a compris, au prix fort, que la loyauté n'est plus un héritage que l'on transmet, mais une dette qui doit se mériter au quotidien. Quand une entreprise vend une machine à un homme qui met en jeu la survie de sa famille et l'avenir de ses terres, la garantie n'est pas un simple bout de papier juridique ou une option commerciale. C'est une promesse sacrée. Et dans le monde paysan, une parole donnée doit toujours être respectée, quitte à faire trembler des empires pour l'exiger. Si cette histoire de courage, de solidarité paysanne et de combat contre les injustices vous a tenu en haleine, prenez un instant pour soutenir notre chaîne. Aimez cette vidéo pour donner de la force à ces récits authentiques. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires poignantes. Et surtout partagez ce témoignage autour de vous pour que la voix de ceux qui nourrissent notre monde continue de résonner haut et fort.